Demain, 1er mai, est commémorée la Journée internationale du travail. Au Mali, l'événement se tiendra sans tambour ni trompette, décision des centrales syndicales en raison de la situation du pays. Dans son traditionnel message, la ministre en charge du travail rend hommage à tous les travailleurs et syndicats pour leur contribution au dialogue social. Justement, Diawara Awa Paul Diallo est l'invité de ce 20h week-end. Chronique culture et société en cette veille de la journée du travail. Alpha Maïga fait un gros plan sur le dramaturge Ousmane Sow. Ce scénariste est intervenu dans plusieurs films, notamment Freke Nyagami Boubou et Badjene. Ultime hommage à Draman Diarra, patriarche des familles fondatrices de Bamako. Il a été accompagné en sa dernière demeure ce dimanche. Dans ce journal, à suivre également un rappel historique sur la chefferie traditionnelle des Nyakate ou Nyaré à Bamako. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous ouvrons cette édition avec ce message du président de la transition. Demain, 1er mai 2023, les travailleurs et les travailleuses du Mali célèbrent avec l'ensemble de la communauté internationale la fête du travail. Les idéaux de paix, de progrès, de stabilité, de cohésion sociale et de développement durable sont plus que jamais portés par le peuple résilient du Mali. À l'occasion de cette fête anniversaire du 1er mai, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence colonel Assimi Goïta, adresse à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays ses vœux de bonheur, de prospérité et de succès dans un Mali pacifié et réconcilié. Bonne fête de 1er mai. Dieu bénisse le Mali, signé donc ce 30 avril à Koulouba. Je vous l'annonçais également dans le sommaire, le traditionnel message de Madame le ministre en charge du travail en cette veille de la journée internationale du travail, placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Cette journée est mise à profit par le département en charge du travail pour rendre hommage à tous les travailleurs et syndicats pour leur contribution au dialogue social. On en sait davantage avec Sokana Kamisoko. La fête du travail symbolise la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des uns et des autres. Cette année, compte tenu de la situation sécuritaire qui traverse notre pays, la journée est célébrée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le gouvernement a toujours fait du dialogue social son credo, un défi permanent et une nécessité évidente afin d'aboutir à un développement durable. Une amélioration des conditions de vie et de travail ne peut se faire que dans un climat social apaisé. C'est ainsi que le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre des protocoles d'accord conclus les 28 octobre 2014, 29 janvier 2019 et 5 février 2021 avec l'UNTM, le 27 juillet 2021 avec la CSTM, le 29 décembre 2021 avec la CDTM, ainsi que les accords avec d'autres syndicats autonomes et sectoriels. Cette journée permettra également aux décideurs de jeter un regard rétrospectif sur les progrès accomplis en matière de droits au travail, tout en dégageant des pistes de solutions aux problèmes. Le gouvernement a mis en place en novembre 2022 un groupe tripartite d'experts, gouvernement, patronat, syndicats pour élaborer un projet de pacte de stabilité sociale et de croissance, avec un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de la conférence sociale. Le 1er mai est l'occasion pour le gouvernement d'inviter les partenaires sociaux à plus d'engagement pour finaliser ce processus de validation du pacte de stabilité sociale et de croissance dont la signature contribuerait sans nul doute à apaiser durablement le climat social dans notre pays en vue de booster l'économie nationale. Pour les partenaires sociaux, patronat et syndicats, de résoudre seulement leurs conflits internes, mais aussi de participer à l'orientation des stratégies, à la négociation et la gestion des programmes. Pour concrétiser cet engagement du gouvernement, un Conseil national du dialogue social, cadre privilégié de prévention et de gestion des conflits du travail, sera mis en place.
Le projet de décret portant création de ce conseil sera incessamment soumis au Conseil des ministres en vue de son adoption. De même que le dialogue social, l'emploi est au cœur des préoccupations du gouvernement. Convaincu que l'emploi productif est la voie qui permet aux populations de s'affranchir véritablement de la pauvreté, l'objectif fondamental poursuivi par le gouvernement est de faire en sorte que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent. Cette journée commémorative a été une occasion pour la première responsable du département du travail de rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes qui se battent nuit et jour pour le développement du pays. Comme annoncé, nous allons nous entretenir tout à l'heure avec Madame le ministre en charge du travail sur ce plateau. Le temps de vous signaler que cette année, pour le 1er mai au Mali, pas de défilé ni d'uniforme. Les 4 centrales syndicales du pays décident de marquer l'événement par des conférences sur différents thèmes en rapport avec l'historique de la date et les conditions socio-professionnelles des travailleurs. Cette façon de fêter est surtout motivée par la situation socio-politique et sécuritaire du pays qui, selon les responsables des centrales syndicales, doit amener chaque Malien à plus de sacrifices en vue de la sortie de crise. Modibo Mariko est allé à leur rencontre. Le 1er mai ou la date historique d'un sacrifice qui n'aura pas été vain. Le sacrifice des 200 000 travailleurs américains en 1884 et qui nous vaut aujourd'hui d'avoir 8 heures de travail journalier notamment. Le monde entier commémore cet anniversaire et au Mali cette année, les différentes centrales syndicales entendent respecter la tradition. Le contexte socio-politique et puis surtout sécuritaire. Et ce n'est pas le moment aussi qu'il faut faire des défilés parce qu'il faut que nous soyons tous vigilants. Nous, en tant que responsables, sachant déjà que c'est nos travailleurs qui sont aux confins du pays et qui sont confrontés à ces difficultés, alors il ne sera pas bien de faire un défilé, pour moi que certaines personnes sont en train de souffrir. Il y aura des activités qui sont prévues. Il y a déjà une conférence de presse qui est prévue. Et cette conférence de presse aussi est accompagnée aussi d'une thématique aussi qui serait développée pour le travail, sécurité en milieu du travail. Il y a aussi une activité phare qui est la Coupe Corpo. La Coupe Corpo, vous savez, on va l'organiser cette année toujours, mais peut-être le lancement sera un peu différé. Au lieu que ça soit le 1er mai, on va le faire vers le 19 mai. Nous avons estimé qu'il fallait, quelles que soient les difficultés, aller au moins à un minimum d'activité. Autant à Bamako que dans nos coordinations régionales. Nous essayons d'organiser une conférence sur un certain nombre de thèmes d'actualité, comme la protection sociale, comme le harcèlement dans le monde du travail, et surtout comment amener les travailleuses et les travailleurs du Mali à s'approprier de la nouvelle constitution. Une conférence de sensibilisation sur le devoir syndical. Une conférence pour mettre le doigt sur les différents problèmes qui sont aujourd'hui en train de miner le monde syndical. Le 1er mai, on le met dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale, compte tenu du contexte social même du pays. Il y aura une conférence débat, Inch'Allah, le 1er mai de la CDTM. Une commémoration à minima, situation sociopolitique du pays oblige, une façon pour les 4 centrales de s'inscrire dans la dynamique des orientations politiques prises par notre pays, mais aussi de participer à la réussite de la transition. Et retrouver sa souveraineté nationale, et je dis, quelque part, c'est un combat dur que nous devons ensemble mener. Donc, il est normal qu'un responsable, travailleuses et travailleurs, prennent conscience davantage de la situation actuelle et que par rapport à ça, chacun apporte sa pierre, comme on a dit, à l'édifice pour construire un nouveau Mali. Et la crise est là, puisque nous avons demandé une unité nationale, et même pense aussi au travail, que de façon concertée, qu'on puisse aller, sans aller peut-être à l'empoisonnement du climat social. Face à cette crise, je pense que tout le monde est interpellé. Et là également, il faudra aussi que ceux-là même qui sont là, qui veulent nous aider, qui sont venus en droit pour nous aider le Mali, il faudra qu'ils jouent aussi le franc jeu. Quand on parle de trêve, nous on dirait que la CDTM n'a jamais déposé un préavis de grève. Donc c'est pour dire
on est en phase avec les réalités du pays. Il y a des moments à toute chose. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas dans le pays, il n'y a plus de syndicats, il n'y a rien d'autre. On doit se mettre ensemble, se donner la main et faire tout pour que ça aille. En ce moment, après, les revendications et les doléances pourront venir. Nous sommes dans l'apaisement. Le syndicalisme dans un pays à pouvoir d'exception est un syndicalisme qui a ses limites. Est un syndicalisme qui devrait avoir plus de responsabilités, qui devait avoir dans son devoir beaucoup plus la construction nationale. Un anniversaire fêté sobrement qui n'empêche en aucune façon les organisations syndicales de viser et atteindre un de leurs objectifs qui est de faire le bilan des activités et par la même occasion de réfléchir sur comment mieux envisager l'avenir. Les centrales syndicales notent pour cela des acquis qu'elles comptent consolider. On a un bilan positif, on a eu des syndicats affiliés. On avait déposé un cahier de doléances au niveau du département de la fonction publique. On a eu satisfaction. Nous, nos acquis se résument peut-être au protocole, au PV de considération du 5 février 2021. Parce que comprenez qu'après ça, il n'y a pas un autre accord. Donc, il y avait des points qui étaient là. Je vous rappelle encore qu'il y avait 9 points avec 32 sous-points. Et que ces sous-points, on a là-dessus, on entend sur la mise en œuvre. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a une lenteur. On n'a pas signé de chèque en blanc avec les autorités. Pas du tout. Ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Mais nous observons, de par la vision que ces autorités se sont données, voir comment nous allons accompagner l'ensemble pour, quelque part, une seconde libération de notre pays. Pour que les Maliens redeviennent eux-mêmes, le Mali revienne aux Maliens. Nous nous attendons à ce que le gouvernement, en fonction de ses capacités, ait respecté ses engagements qu'il a signés avec les partenaires sociaux. On réussit 80% de nos revendications sans monter au niveau supérieur, au niveau de l'État. Nous le plaçons sous le signe de la responsabilité, tant de la responsabilité des syndicats que de la responsabilité de l'État. C'est un anniversaire qui aura donc le mérite cette année de rassembler travailleurs, patrons et pouvoirs publics. Une union sacrée autour d'un nombre de défis qui, espère-t-on, seront pour très bientôt de mauvais souvenirs. Je vous rappelle que nous avons en plateau Diawara Awa-Paul Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Encore une fois, merci, Madame le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, quelle appréciation faites-vous de cette décision des centrales syndicales qui souhaitent célébrer ce 1er mai dans la sobriété? Ok, merci. Donc, j'ai suivi vraiment avec intérêt les interventions des représentants des centrales, des secrétaires généraux ou bien représentants des centrales syndicales. Effectivement, ils ont soulevé le problème du contexte. Nous avons un contexte socio-économique, socio-politique et sécuritaire qui connaît maintenant une crise multidimensionnelle. Et dans la résolution de cette crise multidimensionnelle, donc, ils ont décidé de fêter vraiment ce 1er mai en mettant l'accent sur la sensibilisation, la mobilisation, sur les conférences, débats avec plusieurs thématiques qui ont trait aux conditions de vie et aux conditions de travail et de vie. Donc, pour les centrales, ce que j'ai noté pour l'UNTM, et ils vont faire une conférence débat sur santé et sécurité au travail. Donc, les autres centrales également nous ont fait parvenir leurs thématiques sur lesquelles ils vont se pencher au cours de la journée du 1er mai. Pour la CSTM, c'est le respect des normes de travail et le cas qu'ils ont donné, c'est le cas de la convention numéro 190 de l'OIT et la CMT et la CDTM. Donc, globalement, nous sommes d'avis avec eux que cette crise qui secoue le Mali et qu'il faudrait que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir arriver à des actions qui vont nous permettre de relever ces défis de crise sécuritaire et politique. Justement, j'imagine que le contexte vous a amené ou motivé à placer ce 1er mai 2023 sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Quelle explication donnez-vous à cela concrètement? Ok. Effectivement, au vu de la situation, comme je l'ai dit,
La commémoration de cette journée du 1er mai est placée sous le signe effectivement de la paix et de la cohésion sociale. Comme je l'ai dit, en cette période qui est très difficile et que notre pays est en train de traverser. Donc le 1er mai, comme les autres intervenants des centrales syndicales ont eu à le dire, ce 1er mai est l'occasion pour eux de jeter un regard sur les acquis qui ont été déjà accomplis. Et ensuite, surtout en matière de droit de travail, mais aussi et surtout d'explorer les perspectives pour l'avenir. Donc, pour nous-mêmes, dans cette recherche de paix et de cohésion sociale, le gouvernement a privilégié et continue à privilégier le dialogue social. C'est le dialogue social qui est notre défi permanent au niveau du gouvernement. Et le dialogue social est une nécessité évidente pour tout le monde d'aboutir à un développement durable. Ce dialogue social constitue donc un moyen pour nous de réalisation du progrès économique à travers la consultation et l'adhésion aux politiques sociales, toutes choses qui concourent à la consolidation de la paix sociale. Justement, à ce niveau, quel appel avez-vous pour vos partenaires qui sont les syndicats, Madame le ministre? Ok. Donc, l'appel que j'ai pour nos partenaires sociaux, les syndicats, cet appel, c'est de les inviter à plus d'engagement pour finaliser le processus de validation du pacte de stabilité sociale et de croissance. La signature de ce pacte de stabilité sociale et de croissance va contribuer sans nul doute à l'apaisement durable du climat social dans notre pays et en vue de booster l'économie nationale. Est-ce qu'il y a des préavis de grève sur la table du gouvernement en ce moment? Nous avons des préavis de grève que nous gérons. Tous les préavis de grève qui nous parviennent, nous engageons le dialogue social avec ceux qui initient ces préavis de grève pour qu'on s'écoute et pour qu'on se comprenne, pour que chacun s'approprie des problèmes de l'autre partie et qu'on arrive à un consensus. Et le gouvernement, je vous ai suivi tout à l'heure, s'engage à respecter tous ces engagements, c'est ça? Oui. D'accord. Je reviens vers vous tout à l'heure, Madame le ministre. Le temps simplement de signaler que dans nos maisons, elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Vous l'aurez deviné, il s'agit des aides ménagères à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Nous nous sommes intéressés à leur emploi et ce qu'elles en gagnent. Un reportage signé Awa Adama Koulibaly. Il est 9h à Korofina Nord, en commune 1, quand nous retrouvons Sanata sur la route du marché. Cela fait déjà 4 heures de temps que l'aide ménagère est debout. Elle enchaîne ses tâches journalières au compte d'un jardin d'enfants où elle est employée depuis 2 ans. À mon réveil, je me prépare pour aller sur mon lieu de travail qui est le jardin d'enfants. Je suis chargée de préparer les repas pour les enfants puisqu'ils passent la journée ici. Quand j'arrive le matin, je me rends au marché pour l'achat des condiments. Je viens alors préparer le déjeuner. Dès que je finis mes travaux au jardin, je rentre faire le travail qui me reste à la maison. À des kilomètres plus loin, en commune 5 du district, Awa, Malo et Sorafé sont à la tâche. La famille Sangaré les emploie toutes à cause du besoin. Quand je me réveille le matin, je me rends au marché avec ma patronne du jour. À notre retour, nous cuisinions. Après cela, j'aide mes collègues dans les autres tâches. Nous avons 3 aides ménagères. Il y a une qui s'occupe d'entretenir la cour, la maison, et les chambres. Il y a une qui aide celle qui doit préparer. Il y a une autre qui s'occupe de la lessive. Natives de différentes zones rurales, elles sont nombreuses à venir dans les grandes villes à la recherche de pécule. Je suis venue de Tchéré, située dans la région de Kouchala, pour travailler et aider ma famille. Je viens de Fengolong, Ganadougou. Je suis venue chercher de l'argent pour aider ma mère. Appelées Baradé, Bonne 52, domestiques ou encore aides ménagères, ces jeunes filles sont recrutées de différentes manières. Ce sont les parents de mon mari. C'est pourquoi elles viennent directement chez moi. Je prends d'autres et je donne d'autres à mes collègues ou bien aux amis. Souvent, on m'envoie des bonnes de mon village, les ONG. J'avais l'habitude d'en prendre avec eux, mais souvent, les aides ménagères des ONG, ils ne travaillent pas les dimanches. C'est les jours du mariage à Bamako. Moi, ça ne m'arrange pas. L'obtention d'un temps de repos pour les aides ménagères fait partie des objectifs du projet de lutte du groupe de recherche Action Droits de l'Enfant Mali.
à travers la Convention 189, quand on parle du travail d'INSA, il faut qu'au préalable d'abord, ces filles-là participent à leur embauche, participer à la fixation de leur salaire. Partant de la fixation de leur salaire maintenant, ils vont parler maintenant du temps de repos. Toute jeune fille aide-ménagère a droit à un temps de repos hebdomadaire et un repos chaque dimanche pour aller rendre visite à ses parents. Leur horaire de travail varie entre 14 et 18 heures par jour, certaines encore plus, pour un salaire mensuel de moins de 20 000 francs CFA. Je gagne 15 000 francs par mois. On prend d'autres à 15 000, d'autres sont là à 12 500, 10 000 c'est le plus bas. Ces sommes ne correspondent pas au salaire minimum interprofessionnel de croissance SMIC du Mali. Cela s'explique par la particularité du secteur d'activité des aides à domicile. Le SMIC a évolué en 2015, passé de 35 000 francs à 40 000 francs. Mais ici, les aides ménagères évoluent un peu dans le secteur informel. Et les pouvoirs publics ne sont pas très regardants vis-à-vis du secteur informel. On laisse donc libre cours aux engagements entre les parties. En cas maintenant de conflit ou de différend de travail entre une aide ménagère et son employé, si elle vient ici à l'inspection, on va demander à l'employeur dans ces cas de respecter le SMIC. Il y a certains employeurs qui les traitent bien, parce que même si elles ne perçoivent pas le SMIC, elles sont généralement nourries, logées, blanchies et même traitées quand elles sont malades. Donc elles ne sont pas du tout lésées dans cette situation. Entre appliquer la loi et conclure par convenance le travail de gouvernante, il y a une grande différence compte tenu des avantages de l'un sur l'autre. Néanmoins, leur droit aux bonnes conditions de travail doit être respecté au même titre que les autres employés. Madame le ministre, je ne vais pas vous faire réagir à ce reportage. Je voyais votre directeur régional du travail s'exprimer sur la question tout à l'heure. Mais juste, avez-vous un mot sur la trêve sociale? Est-ce que ça se renforce au Mali? Ok. En ce qui concerne la trêve sociale, donc il y a lieu de définir qu'est-ce qu'une trêve. Allez-y, oui. C'est la suspension provisoire des conflits entre des personnes. Dans le cas du climat social, il s'agit d'une trêve sociale. Elle se manifeste généralement par la signature d'un accord entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. L'exemple récent de trêve sociale au Mali, c'est celle de 2022. Suite aux sanctions illégales de la CEDEAO, le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a demandé une trêve sociale à l'issue de son discours à la nation le 10 janvier 2022 et a ensuite appelé les travailleurs à l'unité pour faire face à cette situation. Pratiquement tous les travailleurs, à travers leurs syndicats respectifs, ont répondu favorablement à cet appel en observant la trêve. Il me plaît donc à cette occasion de saluer leur sens élevé du patriotisme pour avoir observé la trêve sociale pendant cette période de sanctions. Alors oui, vous avez terminé? Cette trêve en 2022 a donc permis à notre pays de poursuivre concomitamment la gestion des crises multiformes, parce que, comme je l'ai dit au début, le pays traverse une période de crise multiforme, multidimensionnelle, y compris celle relative aux revendications syndicales. Donc, s'agissant maintenant de la situation actuelle, c'est ensemble avec les partenaires sociaux, gouvernement, patronat, syndicats, que nous allons construire les conditions d'une nouvelle trêve sociale qui passera, à mon avis, par l'adoption du pacte de stabilité sociale et de croissance. Une toute dernière question, Madame le ministre, avant de vous laisser passer. Est-ce que vous avez de messages forts aujourd'hui, également à l'endroit de tous les travailleurs, de toutes les travailleuses du Mali? J'ai un appel très important à lancer. L'appel que je lance aux partenaires sociaux, donc à tous les partenaires sociaux, à tous les travailleurs. L'appel que je lance, c'est que je voudrais rassurer d'abord tous les travailleurs de tous bords que le gouvernement reste engagé à poursuivre avec détermination la mise en œuvre des protocoles d'accord. Conclu, je l'ai dit dans le message, dans l'adresse à l'occasion du 1er mai,
Je le réitère. Donc, le gouvernement est déterminé à poursuivre la mise en œuvre de ces protocoles d'accord signés avec les centrales syndicales. Et le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux également, mettra en œuvre les recommandations de la conférence sociale tenue du 17 au 22 octobre 2022 dans le cadre de l'adoption du pacte de stabilité sociale et de croissance et de mise en œuvre du plan d'action de ces recommandations. Donc c'est un message, ces 2 points que je voulais porter à l'attention de tous les travailleurs qui sont organisés dans les syndicats que nous avons écoutés. Merci encore une fois, Madame le ministre, et bonne fête à vous. Bonne fête à vous, bonne fête de 1er mai, à tous les travailleurs, toutes les travailleuses de l'ORTM. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le ministre. La suite de cette édition avec le concours d'entrée dans les centres agricoles du Mali qui a démarré donc ce matin. C'est au lycée Askia Mohamed de Bamako que le ministre du Développement rural a ouvert l'enveloppe contenant les sujets de la rédaction matière d'entrée pour cette évaluation. Au total, 2775 candidats sont en lice. Batraouri. C'est à 7h30 dans la salle numéro 4 du lycée Askia Mohamed de Bamako que le ministre du Développement rural a donné le top départ du concours d'entrée dans les centres d'apprentissage agricole. Les candidats font leur entrée en matière par la rédaction. 2 sujets au choix leur sont proposés, dont l'un est travailler pour être utile, se rendre utile pour être aimé. 2775 pour l'ensemble de la République et 831 pour le district de Bamako. À Bamako, les 831 candidats sont répartis entre 28 salles qui comptent le centre. Le niveau exigé, c'est le niveau DF. L'âge limite est fixé entre la fourchette 18 et 23 ans. Donc les 2 sexes masculins et féminins et nationalité malienne, en tout cas, peuvent postuler pour le concours d'entrée dans les centres d'apprentissage agricole. Ces futurs cadres devront jouer un rôle important pour le Mali qui est un pays à vocation agricole. C'est pourquoi le ministre Modibo Keïta a insisté sur le respect des principes pour la bonne tenue de cette évaluation. Ces jeunes, quand ils vont finir cette formation, ils vont aider le monde rural à sortir de la pauvreté. Parce que le monde rural représente 80%. L'État les aide en les équipant, en leur donnant des intrants. Mais aussi quand on donne les équipements, par exemple, à un exploitant agricole qui ne sait pas le manipuler, le rendement ne sera pas au rendez-vous. Donc ceux-ci seront à côté de ces exploitants agricoles pour les aider à bien manipuler les équipements, à bien utiliser les intrants pour que les rendements soient très élevés. Il faut rappeler que sur un total de 2775 candidats, environ 1200 postulants composent dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Les Rwandais vivant au Mali commémorent ce dimanche le 29e anniversaire du génocide dans leur pays. Au cours de la cérémonie, la communauté rwandaise a particulièrement salué le Yatiga malien et l'esprit panafricain du pays. Boubacar Kanouté. 29 ans se sont écoulés après le génocide que le Rwanda a connu entre avril et juillet 1994, qui a mis le compteur de ce pays de l'Afrique centrale à 0. Cette barbarie inhumaine contre les Tutsis a été une véritable hécatombe. Un triste souvenir commémoré chaque 7 avril qui s'étend sur 100 jours, pendant lesquels des hommages mérités sont rendus aux personnes décédées, ainsi qu'aux rescapés. Les Rwandais du Mali ne sont pas restés en marge de ce triste anniversaire. L'instant est solennel, une occasion de magnifier les relations entre le Rwanda et le Mali. 2 pays amis qui partagent la même vision, celle d'une Afrique souverainiste débarrassée de toute tutelle, portée par les 2 présidents, le colonel Assimi Goïta et Paul Kagame. Aujourd'hui, c'est en collaboration avec la communauté rwandaise vivant ici au Mali que nous avons voulu faire ce travail de mémoire. Nous souhaitons toutes les bonnes choses au chef de l'État, à son projet de bâtir un meilleur Mali, un nouveau Mali, un Mali pour tous. Et nous espérons que le Mali va rayonner encore partout en Afrique. Près de 3 décennies après cette tragédie, le pays est parti sur une nouvelle base. Il est considéré comme l'un des plus enviés sur le continent. Les fils et les filles se sont pardonnés et tournés vers une émergence tous azimuts. Vous êtes dit la vérité vous-même. Au reste du monde et à l'ensemble, vous faites face à l'adversité qui, loin de vous décourager, vous a surtout conduit à choisir la voie du travail, du patriotisme et de l'abnégation. Continuez sur la voie que vous avez librement choisie. Que la paix, la concorde et la prospérité vous y accompagnent.
tout en vous renouvelant toute notre solidarité, notre compassion et nos vœux sincères pour une nation rwandaise réconciliée, unie et forte. Le poème des enfants dédié aux victimes du génocide, les témoignages des rescapés à travers une projection de film et la signature du livre de condoléances ont bouclé la cérémonie commémorative de cet événement funeste. Fête du roi aux Pays-Bas. À Bamako, l'ambassade n'est pas restée en marge de cet anniversaire, occasion pour le Mali et le Royaume des Pays-Bas de magnifier leur coopération bilatérale. Ibrahim Kaukounate, Ibrahim Koulibaly. À travers ce toast, on manifeste le roi Willem Alexander à l'occasion de son anniversaire. En fin de mandat, le diplomate néerlandais a saisi cette fête pour revenir sur les relations bilatérales entre le Mali et son pays. Ce fut un plaisir de travailler dans un pays aussi beau et dynamique et d'avoir eu le privilège de rencontrer et de travailler avec tant de Maliens inspirants, motivés et hospitaliers. Ce qui est gravé dans notre cœur, c'est la diversité culturelle et le remarquable sens de l'histoire et de la tradition des Maliens. C'est pourquoi nous restons activement engagés dans des domaines tels que les soins de santé, l'agriculture, l'état de droit, l'entrepreneuriat et la gestion de l'eau, malgré les circonstances difficiles actuelles. En effet, nos deux pays tissent des liens forts et réels qui se traduisent par des actes concrets dans des domaines aussi variés que sont le développement, la bonne gouvernance et l'état de droit, la défense et la sécurité, la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire, la santé reproductive et le développement du secteur privé. Aussi, voudrais-je vous inviter à transmettre à Sa Majesté le roi les amitiés de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et la gratitude du peuple et du gouvernement du Mali au peuple et au gouvernement néerlandais pour leur accompagnement multiforme. C'est ainsi, dans la communion, que Maliens et Néerlandais ont célébré l'anniversaire. Le projet de la nouvelle constitution du Mali expliqué aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves de Nioro. C'était au cours d'une conférence vendredi au Conseil de cercle. Objectif, permettre à chacun de mieux s'approprier le contenu de la nouvelle loi fondamentale du pays. Moussa Diakité. Organisée par l'Académie d'enseignement de Nioro, cette conférence sur la vulgarisation du projet de constitution est une initiative du département en charge de l'éducation. Les organisateurs ont mis à profit 3 heures pour expliquer de fond en comble le contenu du document aux administrateurs scolaires, aux enseignants, aux élèves et étudiants, ainsi qu'aux parents d'élèves, pour une adhésion massive au référendum prochain. Notre département compte jouer sa partition pleinement, conformément à sa mission régalienne de formation des élites et de construction citoyenne, pour que ces documents soient vulgarisés auprès de nos élèves, mais aussi qu'ils puissent sensibiliser les familles et leurs camarades. Des éminents conférenciers choisis pour la circonstance ont échangé avec les participants sur le contenu du document avant de développer les différentes innovations apportées dans les projets de constitution. Certains vont dire, mais pourquoi les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la constitution? En réalité, cette constitution, si elle est adoptée, le fruit, c'est pour les enfants. Au nom de tous les cabinets du gouverneur, je me charge d'accompagner les responsables de l'éducation qui ont eu pour mandat, à travers leur ministère, de vulgariser le projet de constitution. Dans les jours à venir, des leçons modèles seront dispensées aux apprenants pour approfondir leurs connaissances sur le dit document. Le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la première session ordinaire au titre de l'année 2023 de l'institution qui se tiendra du 2 mai au 31 mai à son siège à Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue ce mardi 2 mai à partir de 16h. Le président du Haut Conseil des collectivités sait pouvoir compter sur la présence effective de tous. Pavage de rue en commune 4 du district de Bamako, fruit d'un partenariat entre la mairie et la pêche, coût de réalisation 110 millions de francs CFA. Jules Sambou Sissoko.
L'APEJ, à travers l'initiative Chantier École de formation axée sur la méthode haute intensité de main-d'œuvre, fait des merveilles pour les jeunes dont l'engagement peut impacter la communauté. La réalisation de la rue 442 de Lafiabougou en pavé en est l'illustration parfaite. C'est des ouvrages qui sont réalisés par des jeunes de la localité, donc du quartier, qui sont formés pour ce cas précis en technique de dallage et de pose des pavés et des dalles de roche. Donc je pense que c'est des initiatives à multiplier. Mais ce qui intéresse aussi beaucoup l'APEJ, c'est des jeunes qui sont formés. Le montant, c'est de l'ordre de 119 millions et aussi 12 millions pour le suivi et le contrôle. Cette rue, c'était une doléance vraiment des populations. Nous les remercions vraiment de la collaboration. On a mis un comité de veille qui va charger de l'assainissement. L'infrastructure routière s'inscrit dans le cadre de la composante renforcement de l'employabilité des jeunes du programme Emploi Jeunes, conformément à la vision des autorités du Mali. L'expérience récente en stratégie de création d'emplois a démontré que la méthode IMO est adaptée aux conditions des pays en voie de développement et des collectivités, en cela qu'elle donne des résultats encourageants dans le domaine de la formation qualifiante, l'économie des ressources et de la création d'emplois de proximité. D'une longueur de 350 mètres, la rue pavée inaugurée, à marcher ou circuler, c'est confortable pour les usagers. Point Covid du jour. Ce dimanche, les services de santé ont enregistré 0 cas positif sur 130 tests réalisés. L'on note également 0 guéri, pas de décès. Et à ce jour, 3 patients sont placés sous traitement. Présentation ce samedi du livre intitulé Microéconomie pour les commerciaux. L'auteur de cet ouvrage est Dr Madou Cissé, enseignant-chercheur. Ce livre est une étude spéciale sur la microéconomie dans son ensemble. Souleymane Sidibé. C'est un ouvrage de 391 pages que l'auteur Madou Cissé met à la disposition des étudiants, mais aussi du monde de l'économie malienne en général et en particulier le monde du livre. Le livre intitulé Microéconomie pour les commerciaux est porté sur 4 grands axes. Dans le premier chapitre, j'aborde l'économie dans sa globalité, c'est-à-dire les problèmes fondamentaux auxquels nos économies font face, à savoir le chômage, l'inflation et puis le problème de croissance. Et à la suite de ce chapitre introductif, je fais un focus sur la demande du consommateur. Et j'analyse la demande du consommateur à travers la notion d'élasticité. Et cette demande du consommateur est suivie par les extensions, c'est-à-dire l'analyse du bien-être économique à travers le surplus du consommateur dans une économie de marché comme le Mali. Et enfin, dans un dernier chapitre que j'ai intitulé l'économie de l'entreprise. Et là, j'apprends aux étudiants comment les entreprises peuvent produire les biens et services de manière optimale. Cet ouvrage a été financé par l'Université Bazo qui œuvre pour la promotion de l'excellence. Nous n'avons pas hésité à l'accompagner. Nous soutenons le renforcement du potentiel humain, de la production de savoir local, de tout ce qui est encouragement en direction de l'enseignement et de l'apprentissage. Le livre Microéconomie pour les commerciaux est disponible à l'Université Bazo, à la FSEC et dans les principales librairies du Mali. Chronique culture et société en cette veille de la journée du travail, projecteur de Alpha Maïga sur le dramaturge Ousmane Sow. Ce scénariste est intervenu dans plusieurs films, notamment Fereke Nyakami Bougou et Badjene Alpha Maïga donc. Nous sommes en commune 4 du district de Bamako, au quartier Lafiabougou, où habite Ousmane Sow. C'est le spécialiste thriller du théâtre malien, c'est-à-dire des œuvres qui donnent des sensations fortes. Il est le Golden Boy du 6e art, le théâtre qu'il a adopté à son profil, engagé avec une liberté d'expression totale.
La société, je puise dans les faits, et puis voilà, c'est immense, vraiment. Cette source d'inspiration, elle est inépuisable. En 1949, Dédougou, au Burkina Faso. Mon père était serveur là-bas à l'époque. C'est après l'indépendance que je suis venu au Mali. Je vois Ousmane Sow un homme complet, hein. Sans dire autant qu'il est incontournable. C'est quelqu'un qui a marqué le monde des arts et de la culture, en général et d'une manière générale le théâtre au Mali. L'espace dramaturgique malien, Ousmane Sow l'a marqué en contribuant le premier et à l'origine à la liberté totale d'expression avec Ferré Nyangami-Bougou, autrement dit village du trouble. C'était au cours des années de conquête du multipartisme intégral. C'est peut-être le premier qui a écrit les pièces en Bamanangan. Je garde surtout de lui sa témérité, parce qu'il a connu le régime de l'UDPM, oser jouer des pièces ou écrire des pièces comme Wari ou comme Fréquem, pour moi c'est un peu, entre guillemets, suicidaire. On a joué, chacun a eu peur, beaucoup ont eu peur dans la ville, mais ça va. Zoumana Sako est venu pour la première transition du Mali. Il est allé saluer au carrefour des jeunes où on répétait. Et là, il a dit, oui, nous venons rendre hommage à ceux qui ont fait ce travail-là. Metteur en scène, auteur de pièces de théâtre, Ousmane Sow a touché à tout à l'éclosion du théâtre malien qui s'est finalement adopté au cinéma. Ousmane Sow, c'est un monument de notre culture. Bon, c'est dans le cadre du cinéma qu'on s'est croisé. Et on nous a dit de faire Badjene. Badjene, c'est un sitcom, situation de comédie, où il y a 3 décors. Ousmane Sow a écrit la série, c'est un contrat avec l'ORTM. Il a écrit le sitcom. On m'a dit de réaliser. Promouvoir un théâtre d'expression malien a toujours été l'ambition d'Ousmane Sow. Des œuvres de la Biennale artistique et culturelle comme les criquets étaient là depuis. C'était en 2005 à la Biennale délocalisée à Ségou. Un kidam propulsé par les tribulations dans la haute sphère de l'administration. Qui n'est qu'un égoïste, un parvenu, un envieux, un aristocrate. Il nous a enseigné pendant une année et après aussi on a continué à travailler ensemble. Ousmane est un homme de caractère. Tout ce qu'il voulait dans le travail, c'était le bienfait et le sérieux des acteurs surtout. Ousmane Sow, c'est finalement cet ouvrage qui le décrit. 40 petites années de théâtre, publiées aux éditions La Sahélienne, une autobiographie qui décrit surtout le mariage difficile entre un homme et son métier, une profession pour laquelle Ousmane Sow n'avait aucun amour au début, mais qui retrace le chemin parcouru par le théâtre malien. À dire vraiment que je vais être homme de théâtre, c'était vraiment une surprise. Parce que à l'orientation, je voulais faire les lettres au lycée. Tu vois, je me suis trouvé à l'INA après l'orientation. On est dans l'action culturelle et qui parle de l'action culturelle parle du vivant. Donc c'est une occasion vraiment de reconnaître ce que ce monsieur a apporté au monde de la culture. Aujourd'hui, on a pas mal de cadres ici d'ailleurs à la Direction nationale de l'action culturelle qui ont été encadrés par Ousmane Sow. L'homme reconnaissable sur les planchers, avec une tête rasée comme une boule d'acassa, dans les coulisses par une tenue bleue ou noire, des souvenirs, mais aussi des regrets. Bon, déception, j'en ai eu une, pas beaucoup. Quand je devais apporter ma contribution à un jeune auteur, il a crié que j'ai triché sa pièce. Durant tout le parcours, j'ai été toujours émerveillé par la création. Celui qui a formé plusieurs comédiens et dramaturges aime bien une chose qu'il ne partage avec personne. C'est le café. Et à chaque fois qu'on répétait, lui, c'était le café.
Avec moi en plateau, Abdoulaye Sakou, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré. Vous avez avec vous un communiqué de l'état-major général des armées qui vient de nous parvenir. Tout à fait. Bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. L'état-major général des armées a constaté que les nombreux combattants neutralisés lors de l'attaque complexe déjouée contre l'aéroport de Sévaré le samedi 22 avril 2023 portaient des uniformes militaires. Le plan de l'ennemi reposait sur une capacité d'infiltration dans le dispositif de protection de la ville. L'état-major général des armées tire les leçons de cette tentative ainsi que celles d'autres attaques antérieures au Mali comme ailleurs, au cours desquels les assaillants utilisent la perfidie pour tromper la vigilance des forces légitimes afin de commettre des attaques barbares contre les paisibles populations sans aucune considération pour les règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. L'état-major général des armées attire l'attention de l'opinion sur le danger que représente pour la sécurité publique le port non réglementé des tenues militaires. Il est important que les civils ayant pris l'habitude de porter illégalement les tenues militaires prennent conscience du danger que représente ce phénomène et dont pourraient profiter des terroristes qui sont soumis à une forte pression. Par ailleurs, toute personne s'habillant en tenue militaire de quelque nature, motif ou couleur, sans être membre régulier des forces de défense et de sécurité, contribue à semer la confusion, à brouiller la distinction entre combattants et civils. En conséquence, l'état-major général des armées invite les civils à s'abstenir de porter des tenues militaires sans autorisation, étant entendu que des dispositions seront prises pour rechercher et lutter contre le port irrégulier d'uniformes. Ces dispositions vont s'intensifier et conduiront au minimum au retrait systématique des tenues avec la possibilité de poursuite contre les contrevenants pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans la même logique, l'état-major général des armées invite tous les vendeurs d'uniformes ou d'équipements militaires de tout type à se mettre en règle en montrant leur licence et un état de leur stock à la direction du commissariat des armées, structure chargée de mettre en œuvre la politique des armées à la matière. Le point focal pour ce processus d'enregistrement est le capitaine Khalilou Traoré, joignable au numéro 76 16 64 80 et 66 71 74 84. Je reprends le numéro 76 16 64 80 66 71 74 84. La date limite pour cette activité est fixée au 15 mai 2023 à 15h. À l'expiration de ce délai, les mesures de recherche et de retrait systématique des équipements s'appliqueront, confiant du soutien constant, maintes fois renouvelé, des populations maliennes à leurs forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées en appelle au sens citoyen de tous en vue de continuer à conjuguer les efforts sur cette question de sécurité nationale. Voilà, Ibrahim Traoré, le contenu de ce communiqué. Merci beaucoup Abdoulaye Sakou. Nous allons vous retrouver tout à l'heure après cette édition dans Défense citoyenne. Oui, à 21h15. Merci beaucoup Abdoulaye Sakou qu'on retrouvera dans Défense citoyenne après ce journal. À ne pas manquer de la musique dans ce journal, la salle des banquets du Centre international de conférence de Bamako a vibré ce week-end au rythme de la grande nuit culturelle et artistique portée par la griotte. Astou Nyame Diabaté, la native de Kita, a mobilisé de grandes voix de la musique mandingue au grand bonheur de leurs fans, temps fort de la soirée avec Ibrahim Kaukonaté et Siriki Koulibaly. Astou Nyame Diabaté est sans doute l'une des plus belles voix de la génération montante. À travers cette soirée dénommée Diatigi Soumou, la cantatrice a montré toute l'étendue de ses talents. Elle a parcouru son répertoire riche et varié. Ces belles mélodies envoûtantes tirées du terroir des pures traditions musicales mandingues. Ce spectacle est différent du concert. Diatigi Soumou nous permet de nous affirmer. Vraiment, je remercie tout le monde. Diatigi Soumou est un concept nouveau. C'est pour donner un cadre d'expression. Une
Une sortie réussie pour la fine fleur de Kita. Grâce à la présence massive de ces Djatigui, ses fans et d'autres artistes invités. Je suis très fière d'être là, accompagner ma soeur, mes amis, mes Djatigui qui sont dans la salle, avec les artistes, en même temps les musiciens. C'est ça le Djelia. C'est ce Djelia que les Maliens veulent. Et en tout cas, moi je suis fier d'elle. Je l'encourage dans ce sens. Et j'aimerais aussi que les autres de sa génération essayent de voir. Parce que c'est ce que les Kandia Kouyaté, les Ami Koïta, les Tata Bambo, paix à son âme, nous ont tout le temps démontré. Astou Niamé Diabaté et ses instrumentistes ont émerveillé le public. L'actualité des sports à présent avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré. Du football d'abord, la CAN des moins de 17 ans en Algérie. 3 matchs sont au programme ou étaient au programme aujourd'hui, hein, c'est ça? En ce moment, donc, le Maroc affronte l'Afrique du Sud dans le groupe B. En résultat, cet après-midi, dans le groupe A, le Sénégal a battu le Congo Brazzaville par 1-0. C'est par ce même score d'1-0 que le Nigeria gagne devant la Zambie au compte de la poule B. Au programme de ce lundi, dans le groupe C, le Mali jouera contre le Burkina Faso à partir de 19h. A noter que dans ce groupe, le Soudan du Sud a été disqualifié. Plusieurs joueurs n'ont pas reçu leur test IREM. Donc, bonne chance donc. Ismaïla Koulibaly s'est poulé pour la rencontre de demain. Déjà hier, lors de la journée inaugurale, le pays hôte, l'Algérie, avait battu, bien sûr, Somalie par le score de 2-0. Volleyball, l'Interligue des dames a pris fin cet après-midi. Avec le sacre du centre de formation de volleyball de Daouda Bougou, ici en vert, lors de cette finale, c'est d'abord l'USFAS qui a pris les 2 premiers sets. Les 3e et 4e sets sont gagnés par le jeune de Daouda Bougou. Au tie-break, le centre de formation de volleyball de Daouda Bougou gagne donc la partie par 3-7-2. Voici donc le point de la victoire pour les jeunes de Daouda Bougou qui magnifie ainsi cette victoire contre l'USFAS des remises de prix. Eh bien, cette compétition réservée aux équipes féminines de toutes les ligues du Mali, l'Interligue a regroupé 10 équipes en 2 poules. Dans la poule A, il y avait le centre de formation de volleyball de Daouda Bougou, la commune 5, l'équipe des 100 pour la première participation, Koulikoro et l'AS commune 4. Dans la poule B, nous avons l'USFAS, Ségou, AS Minute Logement, Gao et Sikasso. A noter que les finalistes ont joué 6 matchs depuis hier. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien. Page noire de ce journal. Ultime hommage ce dimanche à Dramane Niaré, patriarche des familles fondatrices de Bamako, autorité de la transition, chef traditionnel et religieux, parents et amis, tous saluent la grandeur de l'homme. Dougou Fana Traoré, Djelima Kandjabati, Ibrahima Koulibaly. Chants religieux, lecture de Coran et autres invocations de Dieu sur la dépouille, l'émotion était grande cet après-midi devant la concession du chef du village de Niarela, le patriarche de Niaré, arraché à notre affection le samedi dernier à l'âge de 81 ans. Malgré une chaleur accablante, une foule nombreuse de parents, d'amis, de connaissances et d'anonymes a tenu à rendre un dernier hommage à cette figure emblématique. Dramane Niaré était un homme qui est parti très tôt à l'aventure. Beaucoup de jeunes ne l'ont pas connu peut-être, mais il a été toujours présent parmi nous en apportant ses conseils, en guidant la famille par sa présence, même à l'extérieur. Et je crois que son premier souci, c'était le Mali. La paix dans ce pays-là, depuis les premières heures, le président Assimi Goïta, qu'on ne cessera de remercier, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, les ministres des Affaires religieuses, les ministres des cultes et l'ensemble du gouvernement de notre pays nous ont assistés depuis que nous avons appris la douloureuse nouvelle. C'était un grand monsieur, un grand chef qui inspirait la confiance, qui inspirait le respect
et à qui on devait toute la considération. La mort de Karamoko Niaré est une grande perte pour le district de Bamako. Au nom du conseil municipal, au nom de l'ensemble des populations, nous présentons nos condoléances sincères à l'ensemble de la famille Niaré. Que son âme repose en paix. C'est un jour de recueillement, c'est un jour de très haute pensée. À sa famille, à l'ensemble des populations, nous renouvelons nos condoléances. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre Oumarou Diarra a présenté les condoléances et la compassion du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien à la famille Niaré. Dès l'annonce du décès du patriarche de la famille fondatrice de Bamako, M. Dramane Niaré, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a instruit le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de représenter le gouvernement, le président, le gouvernement et l'ensemble des institutions de la République, compte tenu de l'importance que cette famille joue dans l'apaisement de la société malienne en général et celle de Bamako en particulier. Donc pour cela, au nom du chef de l'État, le président de la transition, au nom du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, nous avons tenu à venir témoigner et à présenter les condoléances de la nation à la famille fondatrice de Bamako. Après la cérémonie funéraire, le patriarche Dramane Niaré a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Niarela où il repose désormais pour l'éternité. À Bamako, la chefferie traditionnelle de Niakhaté ou Niaré est intimement liée à l'histoire de la ville. Tout est parti de l'arrivée à Bamako de Djamoussa Dian Niaré, parmi les premiers habitants de la cité des Trois Caïmans. Il devient le chef du village qui sera par la suite la capitale du Soudan français et du Mali. Rappel historique de la succession des Niaré à la tête de Bamako, une signature de Cheikh Oumar Sangaré. Selon les fouilles archéologiques de Manyambougou, le site de Bamako fut occupé dès la préhistoire. Les premiers nomades trouvèrent refuge dans les grottes au pied de la colline de Koulouba. Nous sommes dans la première moitié des années 1700 et de nombreux chasseurs parcouraient la zone de l'actuel Bamako. Parmi ses premiers résidents, il y a Djamoussa Dian Niaré et un marabout Tali Mahaman Touré. C'est ainsi que les Niaré prennent la chefferie de Bamako et c'est là jusqu'à nos jours. Après cette première génération des Niaré, Bamako fut entre autres dirigé par Njolo Kaladjan Niaré entre 1863 et 1866, Titi Niaré entre 1882 et 1888, Djonke Niaré entre 1898 et 1903, Maridja Niaré entre 1922 et 1956, Amadou Koumba Niaré entre 1956 et 1964, Bomboli Niaré entre 1964 et 1979, Fabile Niaré entre 1979 et 1987, Badougoune Niaré entre 1987 et 1993, Baba Titi Niaré entre 1993 et 2011, Modibo Niaré entre 2011 et 2015. Le patriarche Dramane Niaré, qui vient de tirer sa révérence, a été intronisé le 13 octobre 2016. Rappelons que les Niaré auraient quitté Djara vers Nyoro pour Bamako en passant par Ségou. Le mot Niaré en sarakolé veut dire prévoyant. Le bureau national de Guina-Dogon, le parti PAM Faso Bara et le mouvement Ensemble pour le Mamala, tous présentent leurs condoléances les plus émues à la famille durement éprouvée, à toutes les autorités traditionnelles du Mali et prie le Tout-Puissant Allah d'accueillir son âme au paradis. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.